Alors, je vais passer à un secteur tout à fait différent de la rhumatologie. C'est celui de l'échographie et des gestes sous écho. Le titre, normalement, sur le programme était rhumatologie interventionnelle, mais j'ai pris la liberté de un peu de changer le titre, parce que rhumatologie interventionnelle, c'est un peu trop vaste en 20 minutes. Et donc, l'intitulé sera geste écho-guidé de l'arrière-pied. Alors, contrairement à la présentation qui a précédé de l'ostéoporose, des insuffisants rénaux, où c'est une petite niche un peu compliquée pour les gens qui font l'ostéoporose, les gestes de la cheville, pour ceux qui commencent à en faire, ce n'est pas les plus difficiles. Et je vais essayer de vous montrer. D'ailleurs, la plupart des exemples qu'on va voir sont des exemples de l'hôpital. Et au passage, je remercie Dr Iman Binoun qui est là, qui m'a aidé à faire les petites vidéos qu'on va voir ensemble. Donc voilà un peu les quatre parties de cet exposé. Alors on va parler d'abord très 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 brièvement et sommairement des indications pour dire que ce n'est pas l'intitulé de l'exposé, c'est-à-dire c'est vous qui décidez du type de geste. Vous voulez faire une infiltration, une visco, c'est le médecin prescripteur qui voit. Et vous pouvez... Alors, sur ce tableau qui suit, vous avez un peu la liste de tous les produits qui peuvent être injectés dans l'arrière-pied, dont certains plus dans des protocoles de recherche et à visée expérimentale, mais majoritairement, c'est de la cortisone, de la visco, plus ou moins du PRP. Donc c'est la majorité des gestes qu'on retrouve dans la littérature. Je ne vais pas rentrer dans le niveau de preuve des gestes un par un, ce n'est pas vraiment le but de l'intitulé, c'est plutôt un peu la technique des gestes. Deuxième question sur laquelle je ne veux pas trop m'attarder, c'est quand vous avez un malade devant vous, vous décidez de faire une infiltration de l'arrière-pied, pourquoi ne pas la faire par anatomie palpatoire et plutôt la faire sous écho? Si vous êtes là, c'est peut-être que vous êtes convaincu que l'écho est peut-être supérieur et qu'elle peut vous aider beaucoup plus pour certains gestes. Mais encore une fois, c'est vous qui voyez, c'est le rhumatologue qui décide, oui ou non, de faire le geste par écho, en sachant que pour certains gestes, si on est cohérent, il faut faire de l'écho. C'est-à-dire si vous voulez faire par exemple du PRP en intratendineux ou une biopsie ou une visco dans un récessus, dès que vous commencez à faire de l'écho, vous savez que pour certaines articulations, quand vous faites de l'anatomie palpatoire, vous êtes vraiment dans la graisse. Et d'ailleurs, ça a été démontré il y a pas mal de temps par beaucoup de travaux, dont notamment ce travail qui est à chaque fois cité, de Xavier Ayral, qui a été fait en 2002, et qui démontrait que même pour un opérateur qui fait de l'écho depuis plusieurs années, quand il fait l'écho, il change un peu d'indication chez 60 à 70% des patients. Donc là, j'ai mis juste, par exemple, la sous-talienne, c'est-à-dire, là, c'est 40% des sous-taliennes qui ont été décidées avant l'écho ont été annulées quand on a fait l'écho. C'est-à-dire que l'écho vous aide quand même à faire les gestes de manière optimale. Je ne rentre pas non plus dans les contre-indications, puisque c'est vraiment les contre-indications inhérentes aux gestes et sous écho ou pas, aux infiltrations de manière générale. La particularité quand même de cette région, c'est que vous allez faire des infiltrations de gaines ou péritendineuses, et il y a une littérature qui montre quand même que il y a un potentiel théorique pour fragiliser les tendons, et notamment les tendons porteurs, et je cite le tendon calcanéen et le tendon tibial postérieur. Je pense que, je ne sais pas si vous avez l'expérience, mais dans mon expérience, j'en ai vu quelques-uns qui ont fait des ruptures de tendons calcanéens après des infiltrations de collègues mal avertis. Donc voilà, donc ça, on est d'accord. Encore une fois, c'est vous qui voyez le geste, vous prenez votre responsabilité, vous indiquez le geste, mais faites attention quand même à ne pas être à l'origine d'une évolution structurale tendineuse rapide, par exemple d'un JP, d'un jambier postérieur. Alors j'arrive à la préparation du geste. Alors au départ, vous devez avoir votre cahier de charge qui est précis, et ne pas oublier que quand vous faites de l'infiltration, chaque détail compte. Et chaque détail
et notamment précipitation, peut vous faire rater le geste. Donc, vous devez avoir vos habitudes infiltrées dans le même local qui est équipé au mieux. Le patient doit être détendu, allongé, rassuré et informé. Bon, dans tous les écrits sur la littérature, il y a consentement écrit, mais je n'ai pas mis consentement écrit dans la mesure où on n'a pas encore cette tradition au Maroc. On peut en discuter à la fin si vous voulez, parce que sur le plan éthique, ailleurs ça se fait, chez nous ça peut faire fuir nos patients. Donc voilà, il n'y a pas encore de consensus sur ça, d'ailleurs même chez nos collègues chirurgiens. La région d'intérêt que vous allez infiltrer, elle doit être bien exposée et à votre portée. Et vous devez, avant le geste, régler de manière optimale votre position, la position de la chaise, la hauteur de la table du malade, la position de la machine, ça, tout ça doit être réglé. Donc, ce n'est pas réglé sur la photo. C'est juste pour vous dire qu'il vous faut une vision macroscopique d'abord. Est-ce que vous êtes en bonne situation? Est-ce que le malade est détendu, etc. Et vous devez toujours avoir la règle immuable de œil, sonde, aiguille, écho. D'ailleurs, j'ai trouvé de mauvais exemples chez des anesthésistes. À gauche, c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, quand vous piquez dans cette position, là, vous êtes un peu embêté et vous pouvez ne pas vraiment bien maîtriser le trajet de votre aiguille et votre sonde. Par contre, à gauche, sur le genou, on voit que l'opérateur est bien installé, qu'il a son aiguille, sa sonde, l'écran devant, et en principe, il n'y a pas de problème. Alors, faire une bonne infiltration, ce que je suis en train de dire, bien sûr, est valable pour la majorité des gestes sous écho. Une bonne échographie diagnostique préalable. Alors, la plupart des auteurs recommandent de ne pas piquer le jour où vous faites l'écho. Quand le malade n'est pas urgent, il est préférable de reporter et d'indiquer plus tard le geste. Donc vous devez faire une bonne indication diagnostique échographique et revoir le malade pour le geste, peut-être quelques jours plus tard, le lendemain, etc. Et puis faire ce qu'on appelle le second look, reprendre sa sonde. Et là, parfois, on est surpris d'un récessus qui était distendu, qui ne l'est plus, d'une bursite qui était à droite, qui est devenue à gauche, etc. Donc ça, c'est des choses, je pense que tous les gens qui font de l'écho constatent ça tous les jours. Donc un geste bien fait est d'abord un geste bien anticipé. Donc il faut avoir son point d'impact exact, ne jamais le rater, parce que si jamais vous ratez l'introduction de l'aiguille, ça, vous galérez un petit peu. Bon, je pense qu'on a été les premiers un peu à commencer à faire ces gestes. Il y a mon ami le docteur Amil Yacoubi qui est derrière, en 2006-2007. Et je pense qu'on peut vous raconter les mésaventures au cours de la pause café. Voilà, donc on peut, si on ne voit pas bien l'introduction de l'aiguille au départ, on peut vraiment rater son geste. La position exacte de la sonde, la distance, le choix de l'aiguille, tout ça. La sécurité du trajet, toujours bien sûr, allumez votre Doppler avant le geste. Et décidez si vous allez piquer dans le plan, c'est-à-dire en longitudinal, ou hors plan, en frontal. Pour ma part, la majorité des gestes que je les fais dans le plan, mais parfois, pour certaines localisations un peu difficiles, il m'arrive de piquer hors plan, et vous voyez un peu à droite, hors plan, vous voyez juste le spot de l'aiguille, et il faut bien maîtriser cette technique. Donc voilà un peu l'écho-repérage, donc des choses que vous savez. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir un peu l'endroit où je vais piquer, c'est à droite. Et les 2 points, c'est pour la position exacte de la sonde. Donc ça, c'est l'écho-repérage avant de faire le geste. Dans l'arrière-pied, vous connaissez tous les 3 principales structures vasculo-nerveuses, que ce soit en antérieur, l'artère tibiale antérieure et le nerf fibulaire profond, qu'il faut d'abord localiser, en sachant qu'en fonction des gens, vous pouvez avoir quelques millimètres de différence, des petits décalages, donc il faut bien les voir, bien allumer son Doppler pour ne pas tomber sur un vaisseau.
En médial, le problème se pose par le paquet vasculaire tarsien, le pédicule tarsien, et là qui peut vraiment poser problème, notamment si vous voulez faire une soutalienne dedans. Et puis en latéral, le problème ne se pose pas tellement avec le nerf sural parce qu'il est un peu postérieur et à la majorité des cas, vous piquez plutôt les fibulaires qui sont antérieurs. Donc là, je vais montrer rapidement, pardon, ça c'est le problème quand vous perdez vos repères anatomiques. Et ça, c'est souvent le cas chez nos malades. C'est-à-dire vous avez des malades avec des arthropathies avancées, et tous les repères, les coupes standards, etc., vous posez votre sonde, vous ne savez même plus si vous êtes sur un talon naviculaire, une soutalienne, etc. Donc c'est des malades aussi qui peuvent vous confronter à une certaine difficulté tous les jours. Alors la sepsie, c'est clairement pas l'endroit le plus propre du corps, il faut faire attention. Vous n'allez pas piquer une thalalgie commune sur des pieds pareils. Et voilà, donc il faut être un peu plus regardant vis-à-vis de la sepsie, notamment au niveau du pied. Bon, je ne reviens pas sur les trois un peu possibilités d'asepsie. Vous avez la sepsie à 5 temps qu'on fait nous au CHU pour les biopsies, mais qu'on ne fait pas pour tous les malades. Vous avez la sepsie à la IHI, et ça c'est les mains du docteur Souad Akhtaou il y a quelques années, où on faisait un cellophane sur la sonde. On n'avait pas encore les protèges sondes, et donc on bricolait un peu comme on pouvait. Et maintenant, ce qu'on fait de plus en plus, d'ailleurs une bonne partie des rhumatologues français le font, c'est un peu la sepsie 3. La sepsie 3, c'est mettre de la bétadine sur la sonde. Pour ma part, j'utilise de plus en plus de la bétadine gel, parce que quand vous mettez de la bétadine liquide, parfois, quand vous revenez, vous posez votre sonde, c'est tout noir, il y a beaucoup d'anisotropie, il y a beaucoup de gaz et vous n'arrivez pas à bien voir. La bétadine gel vous permet vraiment de lutter contre cet artefact en posant votre sonde directement sur le gel, comme vous le voyez. Et là, vous avez un parfait contact et vous pouvez faire votre gel. Pour ceux qui ne le savent pas, la bétadine gel est commercialisée à 50 dirhams dans les pharmacies. Donc, tranquille. Alors, des exemples de gestes. D'abord, la talocrurale. La talocrurale, vous pouvez la piquer devant, vous pouvez la piquer en latéral, vous pouvez la piquer en médial, vous pouvez la piquer en postérieur. Vous posez votre sonde, vous cherchez le récessus qui vous convient et vous piquez. Je vais vous montrer, on a fait avec mon ami le docteur Binoun cette semaine des exemples de talocrurale. Je vais essayer de faire défiler. Alors, si vous la piquez en longe sur la coupe standard de la talocrurale, le problème, c'est que vous devez la piquer avec une verte. Et que parfois, si vous n'évaluez pas bien le trajet, vous tombez sur l'os. Ça arrive, faites attention, parce que le trajet de l'aiguille est un peu oblique, premièrement. Deuxièmement, vous avez le pédicule devant, donc ça reste une voie qu'il faut bien maîtriser. Si vous piquez en latéral, ça c'est la coupe latérale de la talocrurale, ben vous pouvez venir de devant, vous pouvez venir de l'autre côté, médial ou latéral. Il faut juste bien voir où il y a le plus de synovite et bien voir le pédicule. Donc là, c'est une patiente qu'on a dans le service qui a une arthrite talocrurale, que vous voyez clairement un peu en antérieur et sur les côtés, et ce qui va être vu un peu par l'échographie. C'est-à-dire vous pouvez passer devant ou de chaque côté. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Regardez un peu la coupe. Est-ce qu'on peut passer un peu les rideaux pour Safia, s'il vous plaît, pour bien voir les rideaux, pour bien voir exactement. Alors, à droite de l'écran, c'est une talocrurale, de la coupe standard, la synovite de la talocrurale. Et là, vous allumez bien sûr le Doppler, comme je vous le disais. Et là, bon, je crois que c'est la vidéo. Vous voyez un peu la vidéo, merci. Vous voyez un peu la position du patient et je vais piquer en médial la talocrurale. Donc voilà, donc je pique dans le plan de la sonde. Donc c'est la même chose.
Donc vous voyez un peu l'aiguille qui pénètre. Je suis dans le récessus. Bon, je vais peut-être faire passer juste quelques vidéos parce qu'il y en a plusieurs. Vous connaissez un peu le principe. Le plus important, c'est d'être sûr que vous êtes en intra-articulaire. Vous voyez votre produit qui gonfle le récessus. Alors là, j'ai fait une vidéo par voie médiale. J'ai fait une autre vidéo par voie latérale d'une autre talocrurale. Bon, je passe, c'est pratiquement la même chose. Donc là, la même chose, mais je pique en latéral. Ça, c'est du côté latéral. Regardez un peu le trajet de l'aiguille et le corticoïde que vous allez voir. Donc en fait, une talocrurale, vous pouvez la piquer de tous les côtés sans problème. Et ça, c'est pour vous montrer le produit en intra-articulaire. Donc la talocrurale, franchement, quand il y a des synovites, ce n'est pas vraiment la plus difficile. La soutalienne, c'est un peu plus compliqué, en sachant que déjà c'est une articulation compliquée, parce que vous avez une partie antérieure, postérieure, médiale, que vous avez plusieurs récessus. Et là, c'est une patiente qu'on a fait cette semaine. J'ai mis ces différentes coupes pour vous dire que ça nous a pris 10 minutes pour décider du passage. Est-ce qu'on va passer en médial, en latéral, en postérieur, etc. pour finalement prendre la décision de passer par voie postérieure, donc sur la coupe sous les fibulaires. Et donc, c'est à ce niveau qu'on a piqué. Et regardez un peu. Donc regardez un peu la position. Ça, c'est une soutalienne par voie un peu latéro-postérieure. Et les malades, les soutaliennes se suivent et ne se ressemblent pas du tout. Donc vous devez prendre votre sonde, balayer la soutalienne pour voir un peu le meilleur endroit où vous allez passer. Ça, c'est une ténosynovite défibulaire. Alors, vous voyez un peu, j'ai pris le nerf sural qui est très loin derrière, pour vous dire qu'il n'y a pas réellement de risque quand vous piquez le fibulaire. Alors là, c'est la localisation. Alors pour ceux qui suivent le détail, dans Madame El-Lali, j'ai changé de montre. Ce n'était pas le même jour. Donc voilà un peu la position pour les fibulaires et la petite vidéo. Là, en fait, c'est une vidéo préalable. C'est juste pour, avec l'aiguille, on repère un peu l'endroit de passage. Et puis après, on rentre. Là, vous allez voir un peu l'aiguille qui va rentrer dans la gaine. Et on va piquer dans la gaine. Alors la différence de quand vous piquez dans une gaine et un récessus, c'est que régulièrement le récessus, ça gonfle. Dans les gaines, souvent ça gonfle pas parce que le produit diffuse dans la gaine. Et si vous avez un gonflement, c'est attention. C'est peut-être que vous ne piquez pas vraiment dans la gaine, que vous piquez en dehors de la gaine. Et là, vous avez le produit que vous voyez tout autour. Donc, vous voyez les plages hyperéchogènes de part et d'autre des tendons. Ça, c'est le produit qui diffuse au sein d'un tendon qui est déjà un peu détruit. Bon, c'est pour ça qu'on évite de mettre de l'hexatrione, parce que quand vous avez des patients qui ont des rhumatismes inflammatoires destructeurs, ils ont déjà des évolutions structurales. Et là, il faut ne pas mettre de corticoïdes. Alors ça, c'est extenseur commun. Bon, je passe la vidéo, c'est pratiquement la même chose.
rapidement. Et je termine par une fasciite plantaire. Donc là, il y en a qui la piquent en longitudinale. Pour ma part, je la pique comme ça. Je ne sais pas si... L'idéal, c'est présentation, c'est vraiment que ce soit sous forme d'atelier parce que maintenant, il y a beaucoup de collègues qui piquent. Et l'idéal, c'est un peu de partager les expériences. Donc voilà un peu comment je pique c'est vraiment une coupe axiale de l'anthèse de l'aponévrose plantaire. Donc regardez un peu, là vous avez l'épaississement, vous avez l'aiguille qui rentre et on va piquer en périanthèse. Et vous aurez le produit qui va un peu être tout autour de l'anthèse de l'aponévrose plantaire. Regardez, donc petit à petit le produit va un peu recouvrir l'anthèse de l'aponévrose plantaire. Voilà, donc vous voyez que vous décollez les parties molles autour de l'aponévrose plantaire. Il y en a qui piquent dans l'aponévrose plantaire, moi, personnellement, je fais autour. Donc voilà, c'était un peu les gestes qu'on fait. Et bon, il faut bien peser son indication. Il faut prendre son temps avant de faire le geste pour ne pas le rater. Il faut rôder sa technique, avoir son cahier de charge toujours. Ne jamais oublier un détail, parce que si vous oubliez des détails, vous ratez vos gestes. Et il faut maintenant, de plus en plus, nos collègues s'y mettent. Alors, qui a déjà piqué une cheville sous écho? C'est pratiquement la moitié de la salle. Donc, l'idéal, vraiment, c'est de faire des choses pareilles en atelier pour voir un peu les astuces des uns et des autres. Et voir, parce que la courbe d'amélioration, elle est toujours là. On peut toujours s'améliorer. Piquer des astuces de collègues, échanger nos expériences. Merci beaucoup.